Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du chapitre 7, vidéo d'exercice portant sur l'étude d'un vaisseau spatial ou d'un satellite en orbite autour de la Terre qui vient produire un champ gravitationnel newtonien. Donc on va venir présenter dans un premier temps le problème. Donc on a notre Terre de masse M, grand M et de rayon R avec un satellite qu'on note petit m qui orbite à une distance petit r de la surface de la Terre. Et on va étudier son mouvement autour de notre planète. Donc la première question, c'est de montrer que le moment cinétique L0 est une constante du mouvement. Donc dans notre cas, seule la force gravitationnelle existe. Donc on a dLO dt qui est égal à la somme des mouvements des forces en eau. Et ici, il n'y a qu'une seule force, la force gravitationnelle. Donc OM vectoriel FG. C'est donc R UR vectoriel F UR. C'est donc égal à 0. Donc L0 est bien et donc une constante du mouvement. La seconde question qui nous est posée, c'est donc cette constante a deux conséquences sur les trajectoires du vaisseau, lesquelles? Et donc on a pu voir dans le chapitre 2 court qu'on a pu en déterminer deux conséquences du fait que L0 soit une constante du mouvement. La première conséquence, c'est qu'on a la loi des airs. C R carré θ point est égal à 2 ds dt. La loi des airs, elle nous dit que à temps égal, on a toujours la même surface qui est balayée par notre trajectoire. Donc la surface, ça va être la surface, par exemple, imaginons à ce temps-là, hop, entre dt, et ben on a toujours la même trajectoire, on a toujours la même surface qui est balayée entre deux temps égaux. Et la seconde conséquence qui est issue de la constance du moment cinétique, c'est la planéité du mouvement. Planéité du mouvement. Ça veut dire qu'en fait, notre trajectoire, elle est inscrite dans un plan. La troisième question qui nous est demandée, c'est de déterminer le champ gravitationnel GP, donc P avec la position, créé par l'astre d'un point P à la distance R de O. Donc, on a un système à symétrie sphérique. Et en fait, on peut utiliser un théorème qui s'appelle le théorème de Gauss. Et ça, on verra ce théorème plus en détail en seconde année sur l'électromagnétisme. Et en gros, le théorème de Gauss nous dit que dans ces cas-là, pour une masse ou pour une charge, on peut, si elle est de symétrie sphérique, on peut venir concentrer la masse en un point O. Donc, on peut concentrer la masse en un point O. Et le point O, en fait, c'est le centre de la sphère. Donc, on a la force gravitationnelle, c'est moins G fois le produit des masses R cube OP. Et là, je me permets d'écrire ça parce que OP, en fait, c'est R UR, en gros. Et donc, avec les R simplifiés, on retrouve bien la valeur de la force gravitationnelle. Et donc, on a que G, c'est F sur petit m. Et donc, c'est égal à moins G grand M R cube OP. Et donc, on peut écrire dans le cas en sphérique ou en polaire, Gm R carré selon UR. Ensuite, la quatrième question, c'est de déduire l'énergie potentielle du vaisseau. Donc, je rappelle
l'énergie potentielle. Donc on a énergie potentielle. Si on peut écrire la différence de l'énergie potentielle comme moins le travail des forces microscopiques. Dans ce cas-là, donc on a F scalaire, moins F scalaire dr. Et ça, c'est G fois le produit des masses, R carré UR, plus le déplacement, là comme on est dans un mouvement plan, on peut utiliser les coordonnées poaires, scalaire dr UR plus R dθ selon Uθ. Et ça nous donne que c'est égal à G fois le produit des masses R carré dr. Et donc, en intégrant, on a que EP, c'est moins G fois le produit des masses sur R, plus une constante. Et en fait, la convention est que EP à l'infini soit égal à 0, ce qui signifie que la constante soit égale à 0. Et donc, on peut écrire que EP, c'est moins G fois le produit des masses divisé par R. Très bien. La cinquième question qui nous est demandée, c'est donc dans le cas d'une orbite circulaire R0, on veut exprimer l'énergie mécanique EM et sa période de révolution. Donc, on applique le PFD. MA est égal à F. On se concentre seulement sur les coordonnées UR. Donc, on aura moins M R0 θ point carré qui est égal à moins G fois le produit des masses, donc R0 carré. De plus, on a V0 qui est égal à R0 θ point, la valeur de la vitesse en coordonnées polaires. Et on a donc EC qui est égal à 1 demi de MV0, donc 1 demi de MR0 carré, θ point carré. Et donc en utilisant le fait que là on a R0 θ point carré qui est égal à G grand M R0 carré. En fait, en venant combiner ça et ça, on peut écrire que c'est égal à G fois le produit des masses de R0. L'énergie potentielle, c'est, on l'a vu, moins G fois le produit des masses R0. Et au final, l'énergie mécanique, qui est la somme des deux énergies, va être égale à moins G fois le produit des masses divisé par 2 R0. Et on a bien une énergie mécanique qui est négative, puisqu'on a un mouvement qui est circulaire. Pour calculer la période de révolution, donc c'est en gros la période de révolution, on sait que c'est la distance divisée par la vitesse. Donc le temps de faire la trajectoire d'un cercle, donc c'est le périmètre, la distance, donc c'est 2pi r divisé par la vitesse, donc R0 θ point. Et donc c'est 2pi θ point qu'on pourra réécrire 2pi R0 3 puissance 2 racine carrée de GM. Ensuite, donc la sixième question qui nous est demandée, c'est donc on se donne une masse de satellite de 1 kg, R, donc on considère la distance du centre de la Terre jusqu'à la surface de la Terre, c'est 6400 km. Et on veut évaluer numériquement d'état EM avec l'état initial, c'est l'état au repos, donc notre satellite est sur Terre, et l'état final, c'est l'état quand le satellite est en orbite circulaire. Donc, initialement, l'énergie mécanique vaut EMI, et donc c'est EC plus EP, ECI plus EPI initial. Comme il n'y a pas de vitesse, comme on est au repos sur la Terre, donc c'est seulement EP, qui est égal à moins G fois le produit des masses sur RT. Sur l'orbite circulaire, on a donc l'énergie mécanique finale, c'est
ECF plus EPF. Et on a vu que cette valeur est égale à moins G fois le produit des masses de R0. Or, en fait, on sait que G0, c'est GM. G, excusez-moi. G, c'est GM sur RT carré. Donc delta EM, on peut écrire en fait quand on fait du coup la différentielle des deux. En fait, ça va être, donc on fait le différentiel, on fait l'état final moins l'état initial. On peut le réécrire de la façon mg RT moins RT carré sur 2R0. Et ça, si on fait l'application numérique, on se rend compte que c'est 3,5 fois 10 puissance 7 joules. Donc en fait, c'est l'énergie nécessaire qu'il faut apporter à notre masse au repos, donc à notre satellite au repos sur la surface de la Terre. C'est l'énergie qu'il faut apporter via une fusée pour pouvoir la satelliser et donc la mettre en orbite. La 7e question, c'est pour donner un ordre de grandeur du prix. On nous dit que 1 kWh, ça coûte 15 centimes. Donc calculer le coût d'un lancer, puis comparer au prix réel. Donc 1 kWh, c'est environ... c'est environ... Enfin, c'est pas environ, c'est 3,6 fois 10 puissance 6 joules. Et nous, on est à 3,5 fois 10 puissance 7 joules. Donc c'est 1,50€ environ le prix d'un lancer. En réalité, en fait, on se rend compte que on approxime très mal de cette manière le prix réel d'un lancement qui est de 1000 euros par kilo. Puisqu'en fait, il faut prendre en compte, c'est pas que le coût en fait énergétique. Là, si c'est des boosters à poudre, la poudre coûte beaucoup plus cher que le prix de l'électricité, etc. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo, et puis à bientôt.